Aujourd'hui, l'objectif de notre exploration en profondeur, c'est vraiment de s'attaquer à une véritable illusion d'optique. Un biais cognitif monumental dans lequel le monde entier tombe presque quotidiennement en lisant l'actualité économique. Bonjour. Oui, c'est un sujet incontournable. L'amalgame se fait presque automatiquement en fait. On lit qu'une nation produit énormément de milliards, et on en déduit instantanément que sa population vit dans l'opulence. Exactement. On confond allègrement la taille de la machine économique avec le bien-être réel de ceux qui la font tourner, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. Et pour démonter cette idée reçue, notre analyse s'appuie sur un dossier vraiment fascinant. Nous avons un texte central qui décortique le modèle social algérien, mais l'auteur ne s'arrête pas là. Non, il va beaucoup plus loin. Il étaye son propos avec deux cartes mondiales qui, lorsqu'on les superpose, ça provoque un vrai électrochoc visuel. Un contraste saisissant, oui. Il y a d'abord une classification très officielle de la Banque mondiale sur les revenus, et ensuite une carte qui illustre crûment les écarts de richesse à la surface du globe. Bon, décortiquons tout ça, il y a une analogie très simple, en fait, pour illustrer cette différence fondamentale. Vas-y, je t'écoute. Imaginons qu'un pays prépare un gâteau gigantesque, un gâteau absolument énorme, le plus grand de la région. Si on s'arrête là, on se dit génial, tout le monde va se régaler. Logique. Mais dans la réalité, faire cuire ce gâteau énorme ne sert absolument à rien si une seule personne à table en mange 90%, pendant que tous les autres convives se partagent les miettes. C'est l'illustration parfaite. C'est exactement le paradoxe qu'on va aborder. La taille du gâteau, c'est la création de revenus. Mais la façon dont il est coupé, c'est la répartition. Et c'est là toute la mission de notre échange d'aujourd'hui. Comprendre, en se basant strictement sur les données de nos documents, pourquoi être étiqueté comme un pays dit riche n'est pas forcément synonyme de réussite sociale. C'est ça. Il faut arrêter de regarder l'arbre des milliards pour enfin voir la forêt des inégalités. Superbe image. Pour commencer cette déconstruction, je propose qu'on se plonge dans la première carte abordée par le texte source, la fameuse classification de la Banque mondiale. C'est la vision classique, hein, celle qu'on voit partout, dans les rapports officiels. Visuellement, cette carte, elle est pensée pour classer chaque pays dans des cases très strictes. Tout à fait. Des cases basées sur le RNB, donc le revenu national brut par habitant, qui est calculé en dollars américains. C'est l'indicateur standard. Et notre source explique que la Banque mondiale divise le monde en 4 catégories très nettes. On va les reprendre parce que les chiffres sont importants. Je t'en prie. Tout en bas de l'échelle, on trouve les pays à faible revenu. Et pour entrer dans cette case, le document indique que le chiffre par habitant doit être inférieur à 1135 dollars. Ce qui traduit un niveau de contrainte économique extrêmement fort, évidemment, à l'échelle d'une nation entière. Oui, c'est vraiment le premier échelon. Ensuite, on passe à la catégorie du revenu intermédiaire inférieur. Là, la fourchette s'élargit un peu, allant de 1136 dollars à 4495 dollars. On commence à voir une petite accumulation de capital. Le palier suivant, c'est le revenu intermédiaire supérieur. Là, notre source précise que ça couvre de 4496 dollars à 13 935 dollars. Une tranche très stratégique, on y reviendra d'ailleurs. Exactement. Et enfin, le sommet de la pyramide, le club très fermé des pays à haut revenu, réservé à ceux qui dépassent la barre des 13 936 dollars. Voilà, le décor est planté. Et le piège, il est là. Quand on pose les yeux sur cette carte colorée, le cerveau a une tendance naturelle à tirer une conclusion simpliste. Du genre, plus la couleur indique un revenu haut, mieux les gens vivent. Absolument. C'est le mirage absolu de la moyenne. Pourquoi un mirage ? Parce que cette carte, bien qu'elle soit un outil technique tout à fait valide pour les économistes, elle ne mesure finalement qu'une capacité moyenne. Une capacité théorique en somme. C'est exactement ça. Elle indique la force de frappe financière qu'une économie est capable de générer si, et seulement si, on l'a divisée de manière parfaitement égale entre tous les habitants. Ce qui, dans le monde réel, n'arrive littéralement jamais. Jamais. Et l'auteur du texte insiste lourdement sur ce point précis. Cette première carte ne dit strictement rien sur l'expérience vécue par les ménages au quotidien. Parce que la moyenne cache les extrêmes. Oui, si la richesse générée par un pays est captée par une infime élite financière ou industrielle, la moyenne mathématique du pays va quand même s'envoler. Ah, je vois. La Banque mondiale va potentiellement classer ce pays en haut revenu, donnant l'illusion d'un développement abouti. Pourtant, dans la rue, la réalité matérielle de l'immense majorité de la population n'aura pas bougé d'un iota. Elle pourrait même s'être dégradée. Donc, s'arrêter à cette première carte, c'est vraiment comme regarder la couverture d'un livre sans jamais lire un seul chapitre. C'est une très belle façon de le formuler.
Et c'est ce qui rend l'introduction de la seconde carte par notre auteur absolument cruciale. Cette carte, et elle vient littéralement briser le miroir de la première. Elle change complètement de paradigme. Ici, finit l'attaque globale de la richesse. On regarde au microscope comment cette richesse circule et surtout où elle s'accumule. Et la méthode de calcul choisie pour cette deuxième carte est redoutable. Elle est parfaite pour révéler la vérité de la répartition. L'indicateur est très spécifique. Le document nous explique que, au lieu de regarder tout le monde en même temps, la carte utilise un ratio. Elle compare deux groupes bien distincts. Lesquels? D'un côté, les 10% les plus riches d'une population, de l'autre, la moitié la plus modeste, donc les 50% du bas de l'échelle. Le sommet contre la base, en somme. C'est ça. Et visuellement, les catégories de cette carte vont des sociétés les plus égalitaires, colorées en jaune, avec un ratio de 5 à 12, jusqu'aux sociétés les plus inégalitaires, en rouge foncé, où le ratio explose de 19 à plus de 50. Ce qui est fascinant ici, c'est ce que ce chiffre représente réellement. L'expert, ou plutôt l'auteur du texte, utilise une expression très marquante. Il parle de distance sociale. La distance sociale. Oui. Imagine un élastique. Ce ratio capte la tension, l'éloignement physique et matériel entre ceux qui sont tout en haut et ceux qui sont en bas. Je vois l'idée. Plus le chiffre est élevé, plus l'élastique se tend à l'extrême. Ça crée une société polarisée, une fracture béante entre deux mondes qui partagent le même territoire, mais plus du tout la même réalité. Et à l'inverse, un chiffre bas montre un élastique détendu, une distribution resserrée. Exactement. Eh bien, les exemples concrets cités dans la source rendent ce concept très palpable. Prenons le Brésil, mentionné par l'auteur. Un cas d'école. Sur la carte, le Brésil est dans le rouge foncé. Le ratio s'envole. Notre source nous indique très précisément qu'au Brésil, les 50% les plus modestes gagnent 29 fois moins que les 10% les plus riches. 29 fois moins. C'est abyssal. Ce n'est plus une fracture, c'est un gouffre. Pour donner un élément de comparaison fourni par le même document, on peut regarder la France. La France se situe sur un ratio beaucoup plus resserré. Le document indique que ce même écart y est de 7. De 1 à 7 pour la France contre 1 à 29 pour le Brésil. C'est parlant. C'est limpide. Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, Parce que tout le but de ce texte, le cœur de l'analyse, c'est de centrer la discussion sur un modèle très précis. L'Algérie. le fameux positionnement double. C'est ça. L'auteur croise les deux cartes pour l'Algérie et ça crée un profil atypique. Faisons l'exercice. Si on cherche l'Algérie sur notre première carte, celle de la Banque mondiale, elle se situe dans la catégorie des revenus intermédiaires supérieurs. Rappelons que c'est la deuxième meilleure catégorie mondiale, juste avant les hauts revenus. Tout à fait. C'est une position solide, ça prouve une vraie création de richesse. Mais là où ça surprend, c'est simultanément sur la carte des inégalités. Le fameux élastique, L'Algérie ne bascule pas du tout dans le rouge. Elle est dans la meilleure tranche possible. la zone jaune. La zone jaune, oui. Là où le ratio est entre 5 et 12. Selon les données de la source, l'écart entre les 10% du haut et les 50% du bas y est le plus faible au monde. Et le texte source analyse ce phénomène avec beaucoup d'attention. Toujours en gardant une stricte neutralité sur les faits, l'auteur qualifie ce double positionnement de force rare. Une force rare. L'expression est forte. Elle l'est, parce que, statistiquement, avoir à la fois un bon niveau de revenu global et une cohésion sociale aussi forte, c'est exceptionnel. Pourquoi exceptionnel ? On pourrait naïvement se dire que si le pays s'enrichit, tout le monde s'enrichit. C'est ce qu'on voudrait croire, mais l'histoire économique montre l'inverse. Souvent, la montée rapide dans les classements de la Banque mondiale fait exploser les inégalités. Le ruissellement naturel n'existe pratiquement pas sans politique spécifique. Et donc, quel est l'argument de l'auteur sur ce modèle précis ? Il synthétise l'idée que ce double acquis constitue un socle qui permet de viser une émergence économique durable sans casser le tissu social. Ne pas casser le tissu social, hein. C'est vital. Une société trop polarisée devient extrêmement instable. Maintenir cette répartition resserrée est vu ici comme un avantage structurel majeur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pour vraiment appuyer son propos sur ce paradoxe, l'auteur met en lumière des contrastes mondiaux qui sont franchement frappants. Il utilise des contre-exemples très puissants. Il cite explicitement les États-Unis, les Émirats arabes unis et Israël. Si on reprend notre première carte, ces trois pays cochent toutes les cases. Ils sont classés comme pays à haut revenu. Le sommet absolu selon la Banque mondiale. Mais dès qu'on passe à la seconde carte, la vérité de la répartition s'impose. Ces nations apparaissent en teinte sombre sur la carte.
Ce qui indique des inégalités massives. Absolument. Le revenu moyen ici est gigantesque, mais la société est fracturée. L'élastique est tendu à craquer. C'est la démonstration parfaite que le haut revenu ne garantit rien sur le plan de la cohésion. Et le texte n'oublie pas l'autre extrême. Il cite le Maroc. Au Maroc, le document indique qu'on cumule des revenus parmi les plus bas, avec une inégalité qui est elle aussi extrêmement élevée. Ce qui prouve que l'hyperconcentration de la richesse peut frapper à n'importe quel stade de développement. C'est terrible quand on y pense. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, la grande leçon économique de l'auteur est incontournable. Être un pays à haut revenu, ce n'est pas un aboutissement en soi si cette richesse s'accompagne d'une polarisation extrême de la société. Les deux cartes sont indissociables. Indissociable. Juger la santé d'une nation sur son seul RNB, c'est occulter volontairement la réalité humaine qui se cache derrière les chiffres. Et c'est vraiment le grand moment de révélation de cette exploration. La synthèse est claire, la richesse d'une nation est une illusion totale si on ne regarde pas sa répartition. C'est un changement de lentille nécessaire. Pour notre public, pour ceux qui nous écoutent et qui lisent l'actualité économique, il est crucial de garder ça en tête. Quand on vous parle de revenus moyens en hausse ou de PIB record, cherchez toujours la deuxième carte. Cherchez à comprendre qui concrètement profite de cette richesse. C'est essentiel, oui. Et d'ailleurs, cela soulève une question importante. Une réflexion qui prolonge vraiment les conclusions de la source d'aujourd'hui. Je t'écoute. Si un pays avec un revenu intermédiaire supérieur parvient à maintenir l'un des taux d'inégalité les plus bas au monde, comme l'affirme le texte pour l'Algérie, quelles sont les politiques exactes ou les mécanismes culturels profonds qui permettent ce resserrement? C'est la grande question des mécanismes internes. Oui, et surtout, la pensée la plus provocatrice pour l'avenir. Les superpuissances actuelles, celles qui paradent dans la catégorie haut revenu, mais qui sont embourbées dans une polarisation extrême, seraient-elles seulement capables aujourd'hui de répliquer ce type de cohésion sociale? Est-ce qu'elles peuvent faire machine arrière, en somme? Exactement. Ou bien, leur moteur économique est-il devenu totalement dépendant de cette fracture? C'est une réflexion fascinante. Une vraie perspective pour repenser l'économie mondiale. On laissera notre public méditer là-dessus. Merci infiniment d'avoir apporté tes lumières sur ces documents si riches. C'était un vrai plaisir de décortiquer tout ça avec toi. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration en profondeur. Ne vous laissez plus berner par les moyennes et à très vite pour une nouvelle analyse.